Par un matin paisible dans la capitale de Paluma, dans une ruelle cachée des passants, un groupe de personnes souffrait de mauvais traitements. Un vieil homme à la peau blanche et aux cheveux blancs, fouet à la main, battait sans pitié ceux de statut inférieure. C'étaient les demi-humains Aenhan, des créatures avec du sang à moitié humain, à moitié démon. Bien qu'ils ne soient pas très différents en apparence, juste légèrement distingués par de petites cornes ou quelques caractéristiques uniques, ils étaient toujours considérés comme la classe la plus basse de la société, avec presque aucun droit comme les humains complets. La plupart d'entre eux étaient forcés de faire des travaux pénibles sans être traités décemment. Après une journée de travail épuisante, un jeune marchand apparut. Il s'appelait Banaza, avec une allure douce et un ton de voix posé. Après avoir vérifié ses marchandises, il a généreusement récompensé les porteurs avec de l'argent supplémentaire, afin qu'ils puissent acheter quelque chose à manger. Cet acte de gentillesse est rapidement devenu un sujet de discussion parmi ceux qui l'entouraient, qui pensaient qu'il était trop humain envers les demi-démons. Même les demi-humains qui ont reçu de l'aide hésitaient à l'accepter, mais ont été encouragés par une fille en gilet nommée Quen à en profiter rapidement, car le café proposait une promotion 2 achetés, 1 offert. À ce stade, plus personne n'hésitait. Tout le groupe a acclamé joyeusement et est parti le cœur plein de gratitude. Certains marchands à proximité ont montré leur mécontentement en voyant Reinhard Banaza aider ses demi-démons, affirmant qu'il essayait juste de se donner une bonne image. Cependant, pour lui, ce bref moment suffisait à réchauffer son cœur. Il comprenait clairement que tout ne pouvait pas s'acheter avec de l'or, surtout l'empathie entre différentes espèces. Soudain, une étrange lumière éclata et enveloppa tout son corps. L'espace environnant disparut immédiatement, remplacé par un ancien rituel d'invocation. Devant lui se tenait un vieux prêtre du royaume de Kryros, qui annonça qu'ils avaient besoin d'un héros pour sauver leur pays de la menace du seigneur démon. Reinhard, une personne qui n'avait jamais tenu une arme, ressentait que tout était trop soudain. Cependant, la cour royale a rapidement procédé à une évaluation pour découvrir ses compétences spéciales. Lorsque les résultats ont été annoncés, toute la salle est tombée dans le silence. Le système a seulement confirmé qu'il avait des capacités de négociation et des compétences en pensée arithmétique qui semblaient uniquement adaptées au commerce, pas pour le rôle de porter le destin du royaume. En revanche, la personne convoquée après lui possédait toutes les caractéristiques d'un guerrier parfait. Cette personne a reçu le titre de héros de la capitale, tandis que Banaza n'a reçu que le surnom moqueur de héros du balcon, sans autorité ni responsabilité. Son désir de retourner dans son ancien monde a été immédiatement rejeté, car le portail d'invocation avait été définitivement fermé. En guise de consolation, la famille royale lui a donné un petit morceau de terre dans la forêt de Delbia, un endroit désolé loin du centre. La seule condition était de ne rien révéler concernant l'invocation ratée. Le lendemain matin, il quitta discrètement la capitale. Le conducteur de la calèche était un homme de peu de mots, mais tout au long du long voyage, il a tout de même révélé quelques informations importantes. Les demi-humains ici n'étaient plus considérés comme des esclaves, bien que les préjugés n'aient pas complètement disparu. Avant de se séparer, Banaza a reçu un sac envoyé par la famille royale, accompagné d'un avertissement que la région montrait des signes de force obscure. Dès qu'il mit le pied dans la zone assignée, il ouvrit le sac pour découvrir qu'il était rempli de nourriture, d'argent et de quelques matériaux de base. Cependant, en un instant, des monstres de tous côtés s'approchèrent simultanément. À ce moment-là, le système de compétences s'activa automatiquement, révélant que le sac avait été enchanté pour attirer les monstres, un piège sophistiqué. Après seulement quelques opérations, il réussit à dissiper l'enchantement, quelque chose apparemment au-delà des capacités des citoyens ordinaires. Ne s'arrêtant pas là, le système annonça que la forêt était infectée par l'essence démoniaque, une source d'énergie qui provoquait la dégénérescence des organismes vivants. Sans hésitation, Banaza choisit de purifier toute la zone. En un clin d'œil, une lumière extrêmement puissante a éclaté comme un tsunami divin, effaçant toutes les traces de ténèbres qui se répandaient ici. Lorsque la lumière s'est estompée, il a remarqué que son corps commençait à changer étrangement. Chaque statistique de son corps augmentait continuellement, dépassant de loin toutes les limites de mesure normale jusqu'à afficher l'infini. Avec cette croissance inimaginable, de nouvelles capacités apparurent, les unes après les autres. Transformation, téléportation instantanée, capacité d'apprendre des sorts instantanément. Il semblait que le système avait débloqué tout son potentiel caché au moment de purifier la forêt de Delbea. Réalisé que la vie dans ce monde ne pouvait pas être temporaire, il décida de changer d'identité, prenant le nouveau nom de Fenris et s'inscrivant comme aventurier dans une guilde voisine. Le système de classification était très clair, du rang E pour les débutants au rang S au sommet. Juste au moment où il terminait les procédures, il rencontra une petite fille cherchant frénétiquement quelqu'un pour l'escorter jusqu'à la forêt de Delbey, un endroit que personne n'osait approcher à cause des rumeurs selon lesquelles des monstres rôdaient encore après l'étrange incident qui venait de se produire. Sans hésitation, Fenris proposa son aide. Dans son esprit à ce moment-là, il pensait simplement que se téléporter là-bas ne nécessiterait qu'une légère touche, sans demander beaucoup d'efforts. Cependant, cette action rendit tout le monde autour sceptique.
Un groupe d'aventuriers expérimentés dirigé par la chevalière Balirosa apparut, montrant clairement leurs suspicions, n'hésitant pas à le critiquer pour avoir osé faire une offre aussi audacieuse. Pour éviter un malentendu prolongé, Fenris invita tout le groupe à y aller ensemble. Lorsqu'il utilisa la téléportation pour sortir tout le monde de la ruelle sombre en un clin d'œil, tout le monde fut vraiment stupéfait. L'atmosphère passa du doute à l'admiration, certains s'excusant abondamment, d'autres s'inclinant en signe de gratitude. Cependant, juste au moment où la situation semblait stable, quelque chose d'inhabituel commença à émerger de la fille qui les avait initialement accompagnés. L'interface du système apparut de nouveau, avec un avertissement sérieux que révéler des informations sur le sort de purification pourrait entraîner de graves conséquences si cela tombait dans les oreilles ennemies. Presque immédiatement après, Balirosa demanda soudainement à la fille de révéler sa véritable forme. La demande, qui semblait n'être qu'un test, est devenue réalité de manière inattendue lorsque, sous les yeux de tous, la véritable forme de la fille a été révélée. Un loup géant, courageux et avec une aura démoniaque, se présentant comme Fen, l'un des 4 rois célestes du Seigneur démon. Fen n'avait besoin que de libérer une fumée contenant l'essence démoniaque pour rendre inconscient tout le groupe d'aventuriers. Seul Fenris a maintenu sa clarté, téléportant rapidement tout le monde vers la sécurité de la ville. Quant à lui, il a décidé de rester seul, affrontant la créature rugissante dans la vaste forêt. Incertain du nombre de types de magie qu'il possédait actuellement, il décida de tous les tester sur ce loup immédiatement. Dès que le combat entre Fenris et Fen commença officiellement, la créature des 4 rois célestes n'attendit aucun signal, mais chargea immédiatement à une vitesse terrifiante. Face à cette force écrasante, Fenris fut contraint de lancer un sort de saut en hauteur pour éviter un coup direct, manquant de peu de perdre l'équilibre et de tomber à plat ventre. Retrouvant sa position, il lança rapidement un sort de tremblement de terre, soulevant le sol pour créer une barrière semblable à une forteresse miniature. Pour contre-attaquer, Fenris utilisa immédiatement un tourbillon, s'inspirant des styles tactiques anciens, créant un gigantesque vortex pour envelopper son adversaire. Cependant, Fen s'est révélé tout aussi redoutable, utilisant la téléportation à courte portée pour éviter les attaques de justesse, tissant continuellement entre les techniques sans reculer. Le combat entre Ryuta et Fenris se poursuivait avec tension, alors que les deux côtés continuaient à déchaîner diverses formes de magie, provoquant une distorsion continue de l'espace. Dans un moment de calcul, Ryuta utilisa la gravité, créant une zone de forte pression, rendant difficile le mouvement de l'adversaire. Le système présenta immédiatement une série de suggestions comme un menu tactique. Parmi elles se trouvait un sort dangereux permettant de transformer l'adversaire en serviteur, le privant complètement de son libre arbitre. Cependant, le vieux souvenir des bidonvilles de Paluma, où les demi-humains étaient autrefois torturés par les humains, fit que Ryuta éteignit cette pensée. Cette hésitation donna à Fenris plus de temps pour résister, libérant continuellement de la puissance magique pour percer la couche de gravité. Néanmoins, elle s'affaiblit progressivement, à mesure que la source d'énergie dans son corps s'épuisait. Finalement, sans autre option, Fenris dut accepter la défaite. Voyant que l'adversaire avait perdu la capacité de résister, Ryuta choisit de s'arrêter. Il considérait la vie de toute race comme également précieuse. Cette notion fit vaciller Fenris. Au lieu de montrer de l'hostilité, elle reprit sa vraie forme, une fille mince aux cheveux blancs, puis s'effondra d'épuisement. Ryuta mit silencieusement son manteau sur elle pour la garder au chaud, puis alluma un feu et commença à passer en revue toutes ses compétences disponibles. Au moment où il faisait presque nuit, Fenris se réveilla et se trouva en train d'être soignée. Elle portait de nouveaux vêtements, ses yeux remplis d'émotion. Sans rien dire, elle s'agenouilla devant Ryuda, jurant une loyauté absolue, promettant de ne plus jamais faire de mal à quiconque. Malgré les tentatives de Ryuda pour refuser, Fenris resta inébranlable, pleurant même lorsqu'elle sentait qu'elle n'était pas acceptée. Finalement, pour éviter d'autres complications, Ryuda accepta de la laisser l'accompagner à condition qu'elle tienne sa promesse de paix. Alors que la nuit tombait, ils s'assirent ensemble autour du feu. Ryuda partagea son passé, comment il n'était qu'un marchand attiré dans ce monde. Voyant qu'il ne cachait rien, Fenris sourit simplement. Pour la tribu des loups crocs, la loyauté était une chose sacrée qui ne pouvait être niée. Peu importe la forme que prenait leur maître, ils resteraient toujours dévoués jusqu'à la fin. Un mois plus tard, dans la capitale de Kryros, l'atmosphère au palais royal commença à devenir tendue. L'armée d'escorte pour le héros de la capitale dans la campagne pour traquer le seigneur démon avait soudainement été complètement vaincue. Lorsqu'on l'a interrogé, le héros autoproclamé n'a pas hésité à blâmer les soldats pour leur incompétence, le forçant à tout assumer. Le roi semblait hésitant, puis se tourna pour demander au capitaine de vérifier. La vérité a choqué toute la cour lors de la première bataille. Le héros central a été le premier à fuir, laissant les soldats se battre désespérément. De plus, après de nombreux jours d'entraînement, cette personne ne s'était toujours pas améliorée. Ses statistiques n'avaient pas changé et il n'avait appris aucun nouveau sort. Il ne pouvait même pas gérer les monstres de bas niveau.
Pendant ce temps, Fenris et Fen construisaient une vie simple dans une petite ville près de la frontière. Les deux parcouraient les rues à la recherche de moyens de gagner leur vie, s'intégrant aux habitants locaux. Une fois, en achetant des légumes, le propriétaire de l'étal a mal compris qu'ils étaient mari et femme, alors il a promu ses produits avec enthousiasme et une attitude amicale. Cette histoire fortuite donna une idée à Fenris. Si les deux faisaient semblant d'être un couple, ils éviteraient de nombreuses complications inutiles sans avoir besoin de longues explications. En se prétendant mari et femme, les étrangers ne poseraient pas plus de questions. Fen a montré un enthousiasme extrême. Non seulement elle a accepté, mais elle a aussi montré une fierté évidente, levant même les deux mains haut, sa queue remuant comme si elle venait de réaliser le plus grand honneur de sa vie. Pour elle, que ce soit en prétendant ou sincèrement, être liée à la personne la plus forte était déjà le destin. Ce jour-là, Ryuda et Ral sont retournés à la guilde des aventuriers pour s'inscrire en tant que membres. Ral avait l'air excité, ayant l'impression que les deux venaient d'être unis par un rituel. Dans sa tribu des loups crocs, partager la moitié d'un os symbolisait une connexion à vie. Lorsqu'il s'agissait de nommer, Ral faillit presque révéler son vrai nom, mais heureusement, Ryuda intervint rapidement, demandant l'utilisation de pseudonymes pour protéger leurs identités. Juste à ce moment-là, une mission urgente a été annoncée. Des monstres approchèrent de la ville avec une récompense plus attrayante que d'habitude. Bien que Ral ait insisté pour participer immédiatement, Ryuda hésitait encore, pensant qu'il n'était pas assez capable. Finalement, il fut entraîné avec elle sur le champ de bataille. Ils découvrirent rapidement le groupe de guerriers qu'ils avaient rencontré auparavant entouré par une meute d'ours démons. Une guerrière aux cheveux rouges, nommée Barbarie Rosée, a été grièvement blessée. Au moment critique, la foudre a frappé, dispersant les ennemis, suivi d'un coup mortel de Fenris qui a envoyé les monstres voler dans toutes les directions. Après avoir aidé, Ryuda a présenté Ral comme son compagnon. Ral montra son mécontentement de ne pas être publiquement reconnu comme sa femme. Lorsqu'un ours attaqua soudainement, un simple regard de sa part suffit à le faire reculer. Ensuite, elle proposa de dompter cette créature, de lui mettre un collier et de la nommer Sibi. Ryuda utilisa sa compétence de transformation pour lui donner la forme d'un lapin afin de le transporter plus facilement. Impressionné par leur puissance, Barbarie Rosa supplia Ryuda de guider son groupe au combat. Le groupe se composait de 4 personnes, elle, Béville, Banos et Bazor. Ils racontèrent qu'après que l'armée ait été décimée par les monstres, le héros de la capitale refusa de combattre sans une équipe d'escorte suffisamment forte. Le roi força donc les soldats à s'entraîner rigoureusement, juste assez pour vaincre des monstres comme ceux qu'ils venaient de rencontrer. Ral a ressenti un danger de la part des 4 filles entourant son mari, alors elle a forcé Ryuda à reconnaître leur relation maritale. Bien qu'il ait eu l'intention de refuser l'entraînement, il a finalement accepté, parce que Ral l'a doucement persuadé. Le problème était qu'il n'avait jamais enseigné à qui que ce soit, tout ce qu'il avait été grâce au conseil du système. Néanmoins, dès qu'il a hoché la tête, ils étaient prêts à apprendre. Le groupe de guerriers a également demandé à rester à l'endroit où les deux résidaient temporairement. Bien qu'incertaine sur le propriétaire de la maison, Ral a quand même hoché la tête pour les laisser rester. Pendant ce temps, dans le territoire du Seigneur Démon, la nouvelle de l'échec de Ferry et de la purification de la forêt par une personne d'identité inconnue s'était rapidement répandue. Cela a enragé le Seigneur Démon, qui a ordonné la capture de Ryuda à tout prix. La nouvelle vie de Fenris semblait se dérouler en paix, mais en réalité, c'était une série d'expériences imprévisibles. Dès l'aube, avant qu'il ne puisse ouvrir complètement les yeux, il se réveilla en sursaut en sentant quelqu'un allongé tout près de lui. En effet, Fen, sa compagne actuelle, reposait sa tête sur son bras, l'air complètement satisfaite comme si c'était aussi naturel que de respirer. Fenris n'hésita pas à lui rappeler qu'ils faisaient semblant d'être mari et femme. Donc, dormir dans la même chambre était tout à fait raisonnable selon leur rôle. Pour elle, ce n'était qu'une petite étape dans leur plan de déguisement. Ryuda, cependant, était extrêmement embarrassé, peu habitué à ce genre d'intimité qui dépassait les convenances. Alors il choisit de sortir dans le couloir pour éviter l'embarras. Cependant, Fenris bloqua rapidement son chemin, soulignant que si quelqu'un le voyait quitter la chambre seul, leur rôle de mari et femme serait immédiatement suspecté. Revenant à contre-cœur au lit, Ryuda s'assit avec le visage rouge. Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, il fut soudain entraîné dans une séance de changement de vêtements inattendue. Fenris avait sorti de nouveaux vêtements et s'apprêtait à l'aider à se changer sur place. Heureusement, Balirosa fit irruption sans prévenir, venant chercher Ryuda pour discuter de l'entraînement. Personne ne mentionna ce qui venait de se passer, tous se concentrant sur la séance d'entraînement. Balirosa commença par un combat contre un sanglier géant. Malgré une attaque vigoureuse, elle était toujours submergée. Boulano s'est précipité pour la sauver, mais a fini par se blesser. Fenris a rapidement pris le commandement de la défense, tandis que Ryuda guidait Bilor pour contre-attaquer. Cependant, l'arc et les flèches ne pouvaient pas pénétrer la peau épaisse. Braza a lancé quelques sorts, puis a complètement épuisé son énergie. La formation est devenue chaotique, perdant le contrôle. Sans autre option,
Ryuda a loué une grande maison avec l'argent reçu de la mission précédente. Il l'a fait entièrement réparer, créant un environnement stable pour y vivre. Fenris était chargé de préparer le dîner, apportant à table des plats complètement crus qui mettaient tout le monde mal à l'aise. Fenris a dû travailler avec Balirosa pour griller chaque portion. Le dîner a finalement eu lieu joyeusement avec divers plats et saveurs. Tout le monde a loué les talents culinaires de la chevalière. Fenris était légèrement mécontente. Mais lorsqu'elle a appris que la salade avait été préparée par Ryuda lui-même, elle a immédiatement changé d'attitude, mangeant silencieusement sa portion avec une satisfaction visible. Cette nuit-là, ils sont allés à la guilde pour accomplir la mission. En attendant, Fenris a demandé à sortir. Resté seul, Ryuda a reçu de manière inattendue une invitation de la famille royale lui demandant de soutenir l'armée des héros de la capitale dans la campagne contre le seigneur démon. Sa réputation des batailles précédentes contre les monstres avait commencé à attirer l'attention de la cour. Cependant, Ryuda ne voulait pas être entraîné dans des conflits politiques, alors il a refusé. Sur le chemin du retour, il a rencontré Fenris, revenant dans un état débraillé. Il s'est avéré qu'elle venait d'assister à un cours de cuisine avec le désir d'améliorer ses compétences. Cependant, en raison de sa puissance dépassant les limites, elle a continuellement endommagé les ustensiles, utilisant même accidentellement la magie pour accélérer la cuisson, transformant tout en un mélange immangeable. Pendant ce temps, la nouvelle d'un aventurier osant refuser une invitation de la famille royale était parvenue aux oreilles du héros de la capitale. Il était extrêmement mécontent, affichant une attitude arrogante, allant même jusqu'à défier ouvertement l'autre personne de venir s'incliner en soumission. Mais malheureusement, la réponse de Fenris resta inchangée. Il l'ignora complètement. De retour à la nouvelle maison, les 4 élèves de Fenris, Belano, Bilar, Braza et Balirosa étaient toujours en formation. Cependant, bien que les tâches d'entraînement physique soient loin d'être terminées, Belano se rendit avec enthousiasme au champ, labourant personnellement le sol pour planter des légumes comme si elle s'était installée pour le long terme. Il n'y avait aucun signe de pratique de l'épée, mais elle ne lâchait jamais ses ouas et ses pelles, ce qui fit soupirer Fenris, pensant que la vie simple dont il rêvait était devenue plus étrange que tout ce qu'il avait imaginé. Pendant l'entraînement, Fenris a entraîné Bills qui n'osait encore que s'exercer à tirer sur des cibles en bois au lieu de viser des créatures vivantes. Belano était souvent épuisé, alors Ryuda lui a donné une bague pour aider à récupérer son pouvoir magique. De manière inattendue, elle le porta à son annulaire, rendant Fenris jaloux. Pendant ce temps, Balirosa restait impuissante face au monstre, devant appeler à l'aide continuellement. Fenris la sauva, mais n'oublia pas de lui rappeler de ne plus appeler son mari de manière aussi coquette. En même temps, Uliminas, un démon aux oreilles de chat qui avait autrefois eu une audience avec le seigneur démon, observait de loin. Au dîner, Fenris a personnellement cuisiné pour tout le groupe, préparant même une portion spéciale pour Ryuda. Elle a admis qu'elle avait appris à cuisiner chaque fois qu'elle allait en ville, ressentant progressivement la joie des arts culinaires. La voir si dévouée rendait difficile à Uliminas de croire qu'elle avait autrefois été l'un des 4 rois célestes. Par conséquent, elle entra dans la maison sous prétexte de patrouiller. Fenris reconnut rapidement auprès de l'invité qu'elle et Ryuda étaient de jeunes mariés vivant ici. En buvant du thé, Uliminas les regarda tous les deux. Voyant que Ryuda n'était pas affectée par l'énergie démoniaque et incapable d'évaluer sa force, elle devint encore plus méfiante. Pour en savoir plus, elle aborda le sujet de la forêt de Delave, un endroit qui avait été inhabituellement calme ces derniers temps. Ryuda répondit calmement qu'il l'avait purifiée. Cette information choqua Uliminas, car cette forêt était la base du frère de Fenris. La purification signifiait qu'il ne pouvait plus être en vie. Fenris confirma qu'elle l'avait anticipé dès le début. En tant que guerrière, elle accepta la perte. Pour elle, l'amour et la loyauté étaient plus précieux que les liens du sang. Les 4 filles du groupe d'entraînement qui écoutaient aux portes savaient maintenant clairement que Fenris était le loup qui avait failli les tuer. Uliminas commença à calculer, prévoyant d'utiliser l'occasion d'un duel d'entraînement pour les éliminer tous les deux. Cependant, Fenris intervint à temps, n'hésitant pas à se moquer de son adversaire pour avoir osé s'approcher de son mari. Le duel eut lieu juste après. Uliminas utilisa une stratégie d'attaque de haut en bas, mais Ryuda n'eut qu'à claquer des doigts pour neutraliser toute sa magie. L'attaque de liaison qui suivit la força à se rendre désespérément. Le lendemain matin, le groupe s'assit pour discuter de la véritable identité de Fenris. Bien que le dissimulé soit contraire à la loi, tout le monde avait été sauvé par ce couple, donc personne n'avait le cœur de les dénoncer. Juste à ce moment-là, des dragons apparurent à l'extérieur menés par Uliminas elle-même. Elle était revenue avec l'intention de se venger. Ryuda ne montra aucune peur face à de telles créatures de haut niveau. Après avoir observé un moment, il invoqua la foudre céleste qui anéantit la plupart de la horde de dragons. Les autres se retirèrent précipitamment, abandonnant même leur chef. À ce moment-là, Balirosa a eu l'idée de lancer une houe sur un dragon, plaisantant comme si c'était réel. De manière inattendue, Ryuda l'a soutenu avec une série de sorts d'amélioration, la transformant en un projectile géant, abattant un autre dragon.
Balirosa a ainsi été surnommé en plaisantant le héros tueur de dragons. Le reste du groupe a regretté qu'il n'y ait plus de dragons sur lesquels s'appuyer pour un titre. Pendant ce temps, le seigneur démon avait tout surveillé de loin. Témoin d'un tel pouvoir extraordinaire, cette fois il décida d'agir personnellement. Après l'incident de la surveillance, Ryuda décida d'établir une barrière autour de la maison pour avertir si des démons s'approchaient. À l'intérieur de la maison, Fenris, en plus d'être une épouse, jouait aussi le rôle d'un chien de garde célèbre, mignon, grand et extrêmement intransigeant. Néanmoins, elle lui reprochait souvent d'être trop tendre pour ne pas avoir affronté Uliminas la veille. Cependant, la véritable raison était le sentiment de culpabilité d'avoir accidentellement purifié la forêt, un lieu où des êtres vivants résidaient autrefois, le rendant réticent à agir. Fenris comprenait cette tristesse et essayait de le réconforter de toutes ses forces. Pendant ce temps, les 4 jeunes stagiaires continuaient à discuter du titre de tueur de dragons de Blow, bien que la plupart du mérite revienne à Ryuta. Les voyant fascinés par Lao qui avait tué un dragon, Balirosa retourna tranquillement à l'entraînement, regrettant toujours l'opportunité qu'elle avait presque eue d'obtenir un titre précieux pour revenir à la noblesse. Juste à ce moment-là, un étranger s'arrêta, demandant des directions pour rendre visite à une connaissance. Comme personne ne vivait ici à part Ryuta et sa femme, Balirosa devint immédiatement alerte. L'homme prétendait être un vieil ami de Fenris. Bien qu'il ait dit qu'il ne voulait pas faire de mal, son véritable but était de sonder la situation. Avant de partir, il s'est présenté comme Goza et a demandé de transmettre un message. Immédiatement après, la barrière d'alerte a retenti, révélant que le visiteur était le seigneur démon, dont le vrai nom était Gozaru. Le lendemain matin, Gozaru est revenu, frappant correctement à la porte comme un invité. En entrant, il a amené Balirosa, la laissant presque pétrifiée. Le seigneur démon alla droit au but, invitant Ryuta à rejoindre son camp. L'invitation n'a pas été acceptée. Ryuta a fermement maintenu sa position neutre, ne voulant pas être entraîné dans le conflit entre les deux races. Gozaru révéla alors l'histoire profonde entre les humains et les démons depuis l'époque du premier seigneur démon, qui était à l'origine un humain forcé de devenir roi et qui avait déclenché la guerre à cause des conflits liés à l'esclavage. Actuellement, il n'avait aucune ambition de régner, voulant seulement empêcher les humains d'acquérir plus de pouvoir pour opprimer les démons. Le thé n'avait pas refroidi avant que la proposition ne soit rejetée. Gozaru est parti, mais il gardait toujours Ryuta et Balirosa à l'esprit. Cette dernière, bien que ne montrant aucun changement d'expression, tremblait encore à l'intérieur. Le lendemain, elle descendit et fut surprise de voir le seigneur démon prendre le petit déjeuner avec le couple hôte. Terrifiée, elle trouva une excuse sur le fait qu'elle était occupée à dormir et s'enfuit. Gozaru cliqua sa langue en appréciation de son caractère intéressant, puis l'intercepta pour discuter en privé. Chaque fois que cela arrivait, Balirosa trouvait des moyens de s'éclipser. Peu à peu, la nouvelle que le seigneur démon rôdait fréquemment autour de la maison de Ryuta parvint à la famille royale. Le roi était furieux, croyant que Ryuta non seulement refusait la cour, mais aidait aussi les démons. Alors que la cour se préparait à mobiliser des troupes, la princesse s'y opposa fermement, arguant que des actions précipitées pousseraient Ryuta à rejoindre véritablement l'opposition. Malgré les objections, le roi ordonna tout de même les préparatifs pour une attaque. Le héros de la capitale s'est immédiatement porté volontaire, exigeant de maîtriser personnellement l'homme vivant dans la forêt que tout le monde avait commencé à craindre. Pendant que Fenris et ses amis proches profitèrent d'une vie paisible dans la campagne lointaine, de l'autre côté du monde, les affaires internes de la faction démoniaque subissaient des changements majeurs. Au centre du territoire sombre, le seigneur démon Go, le chef de tous les monstres, annonça soudain qu'il quitterait le château pour rendre visite à un vieil ami qu'il appréciait beaucoup. Cette personne n'était autre que Fenris, qui avait autrefois fait briller toute la forêt de Delbea avec un sort de purification sans précédent. L'un des conseillers les plus proches de Limina a essayé par tous les moyens de le dissuader, à la fois préoccupé par la sécurité du roi qu'elle vénérait et inquiet que l'armée attendant les ordres pour marcher contre les humains soit retardée. Depuis une semaine, des milliers de soldats étaient en état d'alerte. Mais Go restait tranquillement assis à siroter du café, calculant sa visite à quelqu'un autrefois considéré comme un criminel de génocide, qui avait vaporisé une forêt entière avec un pouvoir invisible. Pendant ce temps, loin du conflit, Fenris envisageait l'idée de prendre de nouveaux produits magiques créés pour les vendre en ville. Il espérait gagner un peu d'argent supplémentaire pour soutenir la vie simple qu'il menait avec ses compagnons. Fen, la fille en forme de loup, montrait de l'inquiétude. Elle craignait que ce soit par égard pour ses sentiments que Fenris n'ait pas accepté l'invitation de la famille royale humaine à rejoindre la campagne pour éliminer le seigneur démon. Selon Fen, s'il avait choisi de poursuivre la gloire au lieu de se cacher, peut-être qu'à présent il aurait eu une réputation retentissante, une richesse abondante, vivant dans le luxe au lieu de devoir se débattre avec de petits commerces comme il le faisait maintenant. Cependant, Fenris restait ferme dans sa position. Ce qu'il désirait n'était ni le statut, ni le pouvoir, ni la reconnaissance du monde.
il voulait simplement vivre paisiblement une vie tranquille dans cet autre monde, sans être entraîné dans d'autres luttes de pouvoir ou guerre. Son intention était prise en compte lorsqu'une série de coups rapides brisa l'atmosphère paisible. En sortant, il fut surpris de voir une armée entière en armure étincelante. À leur tête se trouvait le héros de la capitale, celui qui avait autrefois été salué comme un sauveur, critiquant maintenant audacieusement Fenris, l'accusant de collusion avec le seigneur démon, allant même jusqu'à inventer toutes sortes de raisons farfelues pour faire de Fenris un traître aux yeux de tous. Se voyant comme un symbole de justice, il déclara hardiment qu'il n'y avait que deux chemins, soit se soumettre pour devenir son subordonné et rejoindre la campagne contre les démons, soit être considéré comme un traître et être traité sur le champ. Terminant sa proclamation satisfaite, le héros du Capitole lança un regard, attendant une réponse. Ryuta refusa catégoriquement, ne voulant pas être entraîné dans un conflit. L'expression de l'adversaire changea immédiatement, se transformant en menace, forçant tout le groupe à le persuader. Sinon, ils seraient vus comme des rebelles. Comprenant le risque, Ryuta décida de quitter cet endroit, non par peur, mais pour éviter des ennuis à ceux qui l'entouraient. Fenris n'hésita pas, exprimant sa volonté de le suivre partout. Plus surprenant encore, les 4 guerrières qui avaient étudié sous la tutelle de Ryuta décidèrent également unanimement de partir, car elles avaient réalisé quelque chose de plus important que la confiance et la gentillesse de Tittle. Avec ce soutien, Ryuta lança un sort de téléportation à grande échelle, emportant tout le monde, les gens, les bagages, les maisons, même les objets éparpillés dans la cour. Tout disparut en un clin d'œil, laissant derrière le héros autoproclamé dans la confusion. Juste à ce moment-là, le seigneur démon Gosoro apparut, seulement pour voir l'espace froid et vide. En colère, il blâma entièrement ses subordonnés et déclara qu'il mènerait son armée directement à la capitale de Khiroad. Alors que partout on se préparait pour une guerre féroce, dans un coin éloigné à l'ouest, 6 personnes avaient réussi à échapper au tourbillon du conflit. Leur nouvelle maison, bien que simple, était pleine de chaleur. Pour Ryuta, Fenris et leurs coéquipiers, la tranquillité de cet endroit était plus précieuse que n'importe quel pouvoir, car cet endroit était vraiment la vie qu'ils désiraient. Après que le seigneur démon ait lancé une attaque à grande échelle, le royaume de Khiroad est tombé en position défensive. Le roi, paniqué, ordonna à tous les mages de lancer un sort de purification à grande échelle. La dernière option, malgré son coût élevé. Après des incantations semblables à une cérémonie de prière, une lumière sacrée couvrit le ciel, repoussant temporairement l'armée démoniaque. Cependant, cette contre-attaque laissa tous les mages épuisés, et le roi lui-même tomba malade, rendant la cour incapable de se défendre contre la prochaine attaque. Alors que le palais royal était encore en chaos, Ryuta et Fenris vivaient paisiblement dans une campagne lointaine. Fen commença à étudier le marché local, prévoyant de commercer des équipements de défense. Brossa a essayé de se lancer dans le commerce de légumes, tandis que Bilor est retourné à l'entraînement des chevaux. Les 2 autres personnes n'avaient pas encore déterminé leur orientation, aidant temporairement aux tâches ménagères. Ryuta était toujours généreux, prêt à leur offrir un abri et un travail stable tant qu'ils vivaient honnêtement. Pendant que tout le monde s'installait, dans la capitale, la princesse prit le pouvoir à la place du roi. Elle révoqua immédiatement le titre de héros du Capitole en raison de sa négligence dans la campagne. De symbole d'espoir, cette personne n'était plus qu'une ombre déchue, traînant avec le seul serviteur encore loyal envers lui. Contrairement à l'atmosphère tendue à l'extérieur, Ryuta et Fenris vivaient simplement dans leur petite maison. Bien qu'ils s'appellent mari et femme, les deux maintenaient encore juste assez de distance. Une nuit, dans le calme, Ryuta remercia silencieusement la fille loup blanche d'être à ses côtés depuis le début, l'aidant à trouver la paix dans un monde étrange. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Fenris s'était déjà endormie, la bouche légèrement courbée comme si elle rêvait d'un doux rêve. Ce matin-là, le ciel était exceptionnellement clair. Le groupe d'amis a suggéré que Ryuta et Fenris sortent se détendre, leur laissant les tâches ménagères. La louve était visiblement heureuse, entraînant son mari à se promener en ville, à manger, à faire du shopping pour divers articles. Quand Ryuta a demandé ce qu'elle voulait comme cadeau, Fen a juste souri et examiné chaque étal. Après un moment de choix, ils s'arrêtèrent tous les deux devant un stand de pierres précieuses. Une gemme étincelante les fit s'arrêter. Sans hésitation, Ryuta l'a acheté pour sa femme en remerciement d'avoir toujours été à ses côtés. Ce soir-là, Fenris a admiré le bijou toute la nuit. Ses yeux brillaient d'une joie indescriptible. Les 4 filles restantes, bien qu'encourageant toujours le couple à s'amuser, ont fini par s'asseoir chacune dans leur coin, sans se rapprocher. Pendant ce temps, Fen s'était endormie à un moment inconnu, se roulant sur le lit de Ryuta. Bien qu'au début timide, la distance entre les deux s'est progressivement réduite à chaque moment passé ensemble. Ailleurs, le héros de Kafel, désormais hors la loi, s'est infiltré secrètement dans le trésor national. Bien qu'il ait perdu son statut, ses compétences de combat restaient exceptionnelles. La servante qui l'accompagnait continuait de l'appeler par son ancien titre, croyant qu'il retrouverait sa gloire.
Flatté, il s'absorba davantage dans la recherche d'objets puissants qui pourraient renverser la situation. Finalement, une voix étrange murmura, le tentant de libérer une entité scellée en échange de pouvoir. Cette voix le conduisit à la pièce la plus profonde, où une épée maléfique était cachée. La servante se sentait mal à l'aise car, à part lui, personne ne pouvait entendre ce son. Néanmoins, celui qui nourrissait des rêves de vengeance n'avait besoin d'aucune raison. Dès qu'il toucha l'épée, une force obscure éclata, réveillant un démon ancien. Cela lui accorda 3 souhaits. Ce qu'il souhaita serait révélé plus tard. En l'absence du roi, l'autorité tomba temporairement entre les mains de la princesse Iris. Face à une situation chaotique, elle décida de convoquer un ancien prophète. En tant que royaume magique de premier plan, devoir recourir à la divination montrait le niveau d'impasse auquel il faisait face. Juste après, un type étrange d'anneau magique s'attacha automatiquement au cou de tous les résidents du château. Iris comprit immédiatement la cause et ordonna une inspection du trésor. Le prophète confirma que le démon qui avait autrefois été scellé avait été libéré. Ces anneaux étaient des signes que les porteurs deviendraient des substituts chaque fois que le démon exaucerait un vœu. Ce n'est qu'alors qu'Iris révéla un secret de longue date. Les ancêtres avaient autrefois conclu un pacte avec le démon pour détruire le seigneur démon, en échange du sacrifice de la moitié de la population du continent. Parce que le prix était trop élevé, les générations suivantes ont choisi de sceller cette entité. Maintenant, la personne qui était autrefois le héros de Kafel, maintenant juste un exilé, avait brisé le sceau, provoquant le retour de la calamité. Le royaume entier n'avait plus que le temps de survie jusqu'à ce que le vœu final soit exaucé. Le prophète se mit immédiatement au travail, n'ayant pas besoin de tirer des cartes pour prédire fermement que pour sauver le monde, il devait trouver le véritable héros. Cette personne était Ryuta, vivant en retrait à l'ouest de Creerode. Néanmoins, Iris n'a pas permis de mobiliser l'armée. Elle a réalisé que diviser les forces en ce moment était une action imprudente. Elle-même partirait à la recherche du dernier espoir. Pendant ce temps, Ryuta venait de commencer ses activités commerciales, spécialisées dans l'équipement fabriqué à partir d'écailles de dragon. Tout en commerçant, il apprenait également le marché, construisant un réseau de relations. Dehors, 2 filles qui étaient autrefois ses élèves le regardaient en silence, admirant sa flexibilité dans le rôle de marchand. Balirosa ne pouvait que soupirer, vraiment un homme idéal que beaucoup désiraient. On pourrait penser que Balirosa serait jalouse, voyant Fen intime avec Ryuta. Mais en fait, elle se sentait seulement heureuse parce qu'il était rare de trouver quelqu'un d'aussi gentil que lui. Fen a immédiatement nié cela, taquinant en retour que le seigneur démon Gouff semblait très intéressé par Balirosa, mais elle trouvait toujours des moyens de l'éviter. Juste à ce moment-là, Ryuta est revenu et tout le groupe est rentré ensemble. En chemin, Fen a gentiment rappelé que bien que son mari travaillât effectivement avec diligence, elle se sentait parfois triste de rester à la maison. Avant qu'elle ne puisse finir, le système d'alerte a envoyé un signal d'urgence. Un démon venait d'approcher. Juste au moment où ils se retournaient, ils se sont retrouvés face à Heria, celle invoquée par le premier vœu du héros du coin du marché. Avec pour seul objectif d'éliminer Ryuta, il lança immédiatement une attaque. Fen n'hésita pas à se précipiter pour encaisser le coup à la place de son mari, stupéfiant Ryuta. Le système de défense s'activa immédiatement, créant un bouclier protecteur autour des 3 personnes. Mais la situation restait très dangereuse. Ryuta tenta d'utiliser la magie de récupération, mais les blessures de Fen dépassaient les capacités du système. Une série de compétences de guérison était inefficace. Pendant ce temps, Hare continuait à incanter une magie de haut niveau, créant un rayon de lumière destructeur à travers la zone, transformant la ville en une mer de feu. Néanmoins, Ryuta restait ferme grâce à la couche de protection automatique. Juste après, le système a annoncé qu'il avait copié le sort de l'adversaire. Les 2 côtés se préparaient à entrer dans une bataille de puissance égale entre un démon suprême et un possesseur de statistiques au-delà des limites. Ce qui allait suivre serait un véritable affrontement de puissance divine sans place pour la clémence. Sous le coucher de soleil lugubre couvrant le champ de bataille, Fio ne se précipita pas immédiatement dans une confrontation à mort avec Ama, celui qu'il haïssait à l'extrême. Au lieu de cela, il resta silencieux un moment pour laisser son esprit revenir dans le passé, se remémorant successivement des souvenirs associés à Fen, la fille loup qui fut autrefois membre de l'armée du seigneur démon, mais qui avait tout abandonné pour lui. Dans ce monde étrange, tous 2 s'étaient soutenus durant des jours solitaires. Elle fut la première à tendre la main et à le sortir du profond gouffre de l'isolement, et lui, intentionnellement ou non, l'avait entraîné dans des changements irréversibles. Dans sa colère bouillonnante, Ryuta activa le sort de retour dans le temps, guérissant toutes les blessures d'Emily. Elle se réveilla avec un corps parfait, les yeux pétillants en regardant l'homme qui n'avait pas hésité à franchir les limites pour la protéger. Devant, Ryuta submergeait Anna, le démon qui avait autrefois été l'outil de quelqu'un d'autre, avec une puissance pure ne nécessitant ni rituel ni incantation verbale. Chaque attaque lancée était une combinaison de volonté et d'émotion, suffisante pour déchirer toutes les défenses de ténèbres dont l'adversaire s'était autrefois vanté. Alors que Anna chancelait, Emily se précipita en avant, étreignant Ryuta par derrière.
Ce câlin n'était pas seulement un conseil pour s'arrêter, mais aussi un soutien pour qu'il s'arrête avant de se perdre. Ryuta, bien que toujours en colère, restait immobile face aux émotions sincères de la personne à côté de lui. Il lâcha prise, laissant Hana allongée et respirant lourdement sur le sol, ses yeux remplis de peur mêlés de regret. Au même moment, le groupe de la princesse Lithia atteignit la région occidentale désolée. Bien qu'il ne soit pas complètement rétabli après le grand sort de purification, il continuait à avancer, craignant une catastrophe imminente. Peu de temps après, les anneaux protecteurs autour du cou de chacun perdirent simultanément leur effet. La magie de liaison qui s'était autrefois connectée au souhait disparut soudainement. La raison n'était pas difficile à deviner. Uf n'avait plus la capacité de maintenir le pacte. Ailleurs, l'âme maléfique occupait le corps de la servante qui avait autrefois suivi le héros de la capitale, la transformant en Marinas, une sorcière noire pleine de haine. Sans perdre de temps, elle scella immédiatement celui qui avait été son maître, le transformant en une créature géante sans esprit comme outil de vengeance contre la famille royale. Découvrant des traces du groupe de la princesse, elle changea de direction, se précipitant comme une tornade noire pour détruire complètement la lignée royale. Pendant ce temps, Ryuta soignait Hata dans la petite maison. Après la défaite, elle n'avait plus une apparence arrogante, devenant prudente, obéissante comme quelqu'un qui venait de se réveiller d'un long rêve. Grâce à la magie de lecture de la mémoire, Ryuta a clairement tout vu. Hata a été forcé d'exaucer des souhaits selon les ordres égoïstes du héros de la capitale, devenant un outil au service du pouvoir. Dans cette situation, Emily a étonnamment suggéré de garder Hata. La raison donnée était très simple. La libérer serait dangereux. L'emprisonner serait du gâchis. La garder près pour la surveiller serait plus raisonnable. Bien que Ryuta soit encore inquiet, mentionnant même l'expérience de mort imminente, il finit par acquiescer. Quand Emily avait pris sa décision, il ne pouvait que croire que le cœur des gens pouvait changer, tant qu'ils étaient bien guidés. Ainsi, Hata, le démon qui avait autrefois semé le désastre, devint maintenant une gouvernante à plein temps dans la petite maison à l'ouest où Ryuta et Emily choisirent de commencer une vie paisible, loin du tourbillon de pouvoir et de guerre. Hata fut surprise de découvrir que Ryuta, la personne qui venait de la confronter, possédait des statistiques bien au-delà des normes habituelles. Ce n'était plus au niveau humain, mais presque divin. Admirant ce pouvoir, elle décida de lui être absolument loyale. Cependant, dans le cœur de Hata surgit un doute lorsqu'elle se rappela le regard complexe que son nouveau maître lui avait un jour adressé. Cette inquiétude la fit inévitablement soupçonner si elle n'avait pas simplement accueilli quelqu'un qui aimait être frappé. Après la bataille, Ryuta pensa à restaurer la ville dévastée avec le sort de retour dans le temps. Néanmoins, Hata s'y opposa immédiatement. Elle souligna que contrôler le temps comportait toujours des risques imprévisibles, surtout lorsqu'il était appliqué à grande échelle. Ce sort pourrait être utilisé pour sauver des individus, mais ramener une zone entière dans le passé pourrait créer des effets en chaîne nuisibles. Après avoir entendu cela, Ryuta a demandé curieusement pourquoi il pouvait utiliser ce type de magie. Hata a pointé le symbole de l'infini sur le tableau de statut et a expliqué que cette statistique permettait à Ryuta de copier n'importe quelle compétence avec laquelle il entrait en contact, d'apprendre une magie illimitée, voire de saisir des capacités au-delà du temps. Cet après-midi-là, la maison de Ryuta accueillit officiellement un nouveau membre, Hata. Les trois filles qui étaient autrefois des étudiantes devinrent encore plus inquiètes. Auparavant, un seigneur démon était venu dîner. Maintenant, il y avait un démon qui revenait pour être un majordome. Le soir, Ryuta ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'Hata avait dit dans l'après-midi. Il réalisa soudain qu'avec ses compétences actuelles, retourner dans l'ancien monde était tout à fait à sa portée. Fen, sentant l'humeur de son mari, demanda directement si un jour il quitterait cet endroit. Elle ne l'arrêta pas, elle demanda simplement et doucement que s'il retournait dans son pays natal, il l'emmène avec lui. En entendant cela, Ryuta fut touché, étreignit sa femme et affirma qu'il n'avait pas l'intention de partir. Dans l'ancien monde, il avait été discriminé, rejeté. Mais maintenant, cet endroit était son véritable foyer. Juste après, Ryuta fit une proposition formelle, espérant que Fen deviendrait sa véritable partenaire de vie. Fen rit, disant qu'elle les considérait depuis longtemps comme mari et femme. La proposition, bien que tardive, fit encore battre son cœur. Cette nuit-là, alors que les deux étaient plongés dans leur moment privé, une brise froide passa. Hata, celle considérée comme une proche servante, apparut dans le coin de la pièce, annonçant calmement qu'elle avait observé toute la scène à l'instant. Elle croyait que sa mission était de toujours rester proche de Ryuta, l'être suprême, en tout temps. Fen soupira, et Ryuta ne put que secouer la tête. Bien qu'il possède un pouvoir sans limite, parfois il ne pouvait toujours pas gagner contre le manque de tact des membres de la maison. Désormais, Hata a reçu l'ordre de ne pas apparaître sans invitation lors de moments privés, car le suprême n'avait pas toujours besoin de témoins. Bien que des rumeurs sur Fio et ses exploits se soient répandues dans de nombreux pays, l'endroit où la princesse Lithia et son entourage se rendaient pour le trouver était trop éloigné, isolé, au point que personne ne connaissait ce nom. Pendant ce temps, dans un autre coin du monde, la vie simple de Fio continuait de couler paisiblement.
Les repas chauds, de plus en plus raffinés grâce au talent culinaire de Fenris, étaient désormais efficacement soutenus par deux démons qui étaient autrefois des ennemis, devenus maintenant des serviteurs dévoués. Avec leur capacité mystérieuse, ils pouvaient accomplir les tâches ménagères d'un simple claquement de doigts, gardant toute la maison toujours dans un état propre et ordonné. En contraste avec cette efficacité impressionnante, les 4 filles qui étaient autrefois les élèves de Fio n'étaient pas différentes de véritables parasites. Parmi elles, Valerosa était légèrement moins misérable, elle était la seule à avoir un véritable passé agricole, avec le soutien supplémentaire de son ours de compagnie. Ainsi, le travail des champs progressait considérablement. Bien qu'elle ne soit pas douée pour le combat, en matière de labourage et d'entretien des champs, personne ne pouvait l'égaler. Burrus avait également quelques connaissances sur les soins des chevaux et la location de charrettes, contribuant au moins un peu à l'économie familiale. Il semblait que, précisément parce qu'ils ressentaient l'anxiété dans le cœur de leur propriétaire, ces chevaux essayaient toujours de se blottir, de réconforter, comme pour dire « tout ira bien ». La dernière était Bano, une fille qui avait été lente à comprendre depuis l'enfance. Ayant rêvé de devenir une mage royale, suivant les traces de son père et de son frère, elle avait traversé un incident qui avait rendu cet idéal flou. Néanmoins, Fenris l'aidait toujours avec persistance à pratiquer la magie, ce qui faisait que Bano retrouvait peu à peu sa détermination à poursuivre le chemin qu'elle avait choisi. Soudain, un cri retentit depuis l'arrière-cour. Tout le groupe se précipita dehors et rencontra une créature noire comme le charbon, une licorne sombre dansant étrangement dans le potager, manquant de peu de foncer droit sur les filles. Heureusement, Bono réagit à temps en utilisant la magie pour l'arrêter. Ce n'est qu'alors que Balirosa avoua qu'elle avait ramené cette licorne à la maison, en pensant qu'elle était douce. Contre toute attente, elle est devenue folle, et maintenant elle avait peur qu'elle ne fasse du mal aux autres, alors elle prévoyait de l'éliminer d'abord. Heureusement, Biller, l'expert en chevaux, a proposé un plan à temps. Elle a transformé l'ours en un lapin à une corne, puis a utilisé une corde pour coordonner et apprivoiser l'animal comme un véritable cow-boy de l'Ouest. Après l'incident, Biller a soudainement eu l'idée de savoir s'il pouvait utiliser la vaste terre autour pour créer une ferme ou une école d'entraînement de chevaux. Cette terre appartenait à un riche seigneur. S'il pouvait l'acheter comme Fenris avait acheté leur maison actuelle, tous les plans pourraient devenir réalité. De toute évidence, une stratégie à long terme se formait progressivement dans l'esprit de Biller. Pendant ce temps, Theo et Fenris faisaient une rare excursion dans le quartier. Ils cherchaient des opportunités d'affaires tandis que sa femme voyait cela comme un rendez-vous privé, chose rare au milieu de la foule d'ampoules à la maison. Theo discutait avec le propriétaire de la boutique d'armure pour concevoir une armure légère adaptée aux femmes, tandis que Fenris regardait simplement son mari travailler, avec une fierté non dissimulée. Soudain, le ciel changea de couleur. Des nuages noirs sont arrivés, couvrant non seulement l'endroit où se trouvait le couple, mais s'étendant jusqu'à la position de la princesse Lythia. D'en haut, un étrange duo est apparu. L'un était un monstre géant, l'autre était une sorcière de magie noire, Demlinas. Sans beaucoup de mots, leur cible était la princesse. Au lieu d'escorter la princesse pour se retirer, 4 gardes du corps ont choisi de rester et de se battre. Cependant, Demlinas n'a eu besoin que d'un geste de la main pour les balayer tous. À ce moment-là, les 2 démons à la maison ont également immédiatement senti le danger et ont couru pour apporter leur soutien. Fio a rapidement réalisé que le monstre était en fait une personne transformée et que la sorcière Demlinas était quelqu'un qui avait autrefois régné sur tout le royaume avec la magie noire dans le passé, avait été vaincu et scellé sous l'épée sacrée. Cette résurrection était probablement due à quelqu'un qui avait accidentellement brisé le sceau. Dans la situation urgente, Hu demanda la permission de confronter directement Demlinas, tandis que Fio et Fenris se concentraient sur le sauvetage des civils, empêchant la tragédie de se reproduire. Alors que la princesse Lythia se battait avec Marinas, Ada intervint de manière inattendue. Bien que Linas ait essayé de lancer un sort d'invocation de tonnerre, ce démon se contenta de claquer des doigts pour le neutraliser, déclarant que toutes les attaques magiques étaient désormais inefficaces contre elle. Lorsque la magie n'avait plus d'effet, la sorcière devait passer au combat rapproché combiné à des attaques furtives, utilisant des sorts d'invisibilité, mais cela restait inutile. Finalement, Marinas ouvrit une porte sombre renforçant Reiner, le héros déformé, le rendant gigantesque comme dans un film de super-héros. Juste au moment où le monstre se leva de manière imposante, toute la magie de maintien fut brisée. Le corps de Reiner se contracta immédiatement pour revenir à sa forme originale. Il s'avéra que Ryuda était intervenu, craignant que cela ne cause des dommages aux civils. Voyant cela, Hu baissa immédiatement la tête, demandant pardon, espérant juste accomplir la mission restante. Elle leva la main en l'air, condensant l'âme de Marinas en un bonbon qu'elle avala ensuite en entier. Seule la servante inconsciente et Reiner allongé au milieu de la rue restaient. À ce moment-là, Lythia fit officiellement face à Ryuda. Elle s'excusa au nom de la cour pour tous les problèmes que son père et le faux héros avaient causés. En même temps, la princesse lui fit savoir qu'ils avaient besoin d'un nouveau symbole pour raviver la foi du peuple, espérant qu'il accepterait de reprendre le titre. Ryuda refusa immédiatement. Il n'avait aucune intention de retourner sur le chemin de la guerre, voulant seulement vivre paisiblement avec sa femme et ses amis.
En rentrant chez lui, les trois filles attendaient pour présenter leur plan d'agrandissement du terrain. Biller avait besoin de plus d'espace pour entraîner les animaux. Blood voulait cultiver des légumes à vendre au marché. Et Rosa avait l'intention de faire de l'agriculture pratique. Bien que Ryuda soit prêt à dépenser de l'argent pour acheter, ils espéraient toujours négocier eux-mêmes pour prouver leur capacité. Ils devaient compris, en mettant la terre à son nom, mais en divisant les bénéfices, chacun gardant sa part correspondante. Dès que l'accord fut conclu, la terre fut également remise. Tout le monde était excité, sauf Blo, qui n'aimait pas utiliser la magie en agriculture, croyant que seul le semis à la main pouvait être qualifié de véritable travail. Bono, la fille qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit soudain la parole. Elle espérait en apprendre davantage sur la magie de la récupération des terres car elle allait devenir conférencière dans une académie de magie dans une autre ville. En entendant l'analyse raisonnable, Blot a dû donner une portion de terre à Atu pour des expérimentations. Le soir, l'atmosphère dans la maison était animée par des projets futurs. Bien que tout le monde soit occupé, Rosa semblait pensive. En même temps, Ryuda a exprimé son désir d'ouvrir son propre magasin. Il partagea l'idée avec Emily et, en parlant, lui offrit de manière inattendue une bague de fiançailles. Bien qu'ils aient été mari et femme depuis longtemps, ce n'est que maintenant qu'ils ont eu l'occasion de donner une bague, ce qui la rendait incapable de cacher son bonheur. Tandis que les deux profitaient joyeusement d'une vie simple, Riner, désormais plus un héros, était emprisonné avec la servante qui avait autrefois été possédée. Cette fin montrait que dans ce monde, même si l'on avait autrefois été au sommet, une mauvaise décision suffisait à les pousser tous deux dans l'abîme. Ballyrosa était plongée dans un rêve étrange. Elle portait une robe magnifiquement éblouissante, apparaissant au milieu d'une grande salle décorée parmi les sons joyeux des monstres. Une silhouette à l'allure noble émergea de l'ombre. Le seigneur Démon Goof s'approcha d'elle, offrant ses bénédictions pour le mariage à venir. La salle acclama joyeusement, l'appelant reine, tandis que Goof déclarait audacieusement qu'il conquérirait le monde entier pour l'offrir à sa bien-aimée. Ces bruits animés cessèrent dès que Ballyrosa se réveilla en sursaut dans la nuit silencieuse, la sueur couvrant son front. Un étrange sentiment d'anxiété lui causait de l'insomnie, menant à un état de fatigue prolongé qui fit progressivement remarquer aux autres membres du foyer que quelque chose n'allait pas. Ferry remarqua rapidement le visage hagard de Ballyrosa et l'interrogea. Après quelques hésitations, Bally finit par admettre que récemment, elle faisait des cauchemars, principalement liés au seigneur Démon Goof. Ferry, qui appartenait à la tribu des Crocs de Loup, a souligné que dans la légende de leur tribu, les rêves reflétaient souvent des souhaits profondément enfouis dans le subconscient. En entendant cela, tout le groupe tourna immédiatement les yeux vers la fille qui avait autrefois déclaré qu'elle détestait amèrement le seigneur démon. Tout le monde n'avait pas besoin de plus de mots pour comprendre clairement que le cœur de Ballyrosa avait été touché. Bien qu'elle ait essayé de le nier, ses émotions ne pouvaient plus être cachées. Pendant ce temps, au centre de contrôle de Fenris, le système de défense de toute la zone a soudainement émis un signal d'alerte, indiquant qu'une source magique de haut niveau était entrée dans la zone protégée. Cependant, comme aucun comportement destructeur n'avait été détecté, il a décidé temporairement de surveiller la situation. Dans la capitale royale, la princesse Effa fut informée que Fenris venait d'envoyer un don de pièces d'or rares, un type qui ne circulait plus couramment dans le royaume. Après enquête, elle réalisa que Fenris avait autrefois été Banaza, une personne invoquée d'un autre monde puis exilée par son père, le roi, forcé de vivre en réclusion pendant longtemps. Reconnaissant l'injustice passée, la princesse ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable d'avoir autrefois tourné le dos à quelqu'un qui avait de la bonne volonté envers le royaume. Pendant ce temps, le héros de la capitale, après s'être échappé avec sa servante, se cachait toujours dans une région éloignée. Il fouilla dans un sac magique, prit accidentellement de la prison et découvrit un objet mystérieux, une pelle capable de creuser des trous si rapidement qu'elle pouvait créer une grotte souterraine en un instant. Malheureusement, faute de réflexion, ils tombèrent tous les deux dans le trou sans moyen d'en sortir, devant temporairement s'habituer à l'odeur de la terre en attendant une nouvelle opportunité. Dans le château, de l'autre côté de la ligne de bataille, le seigneur Démon Goof continuait d'envoyer des gens chercher Fenris partout, malgré les objections de certains subordonnés, y compris Uliminas. Elle croyait qu'au lieu de perdre du temps à chercher quelqu'un qui avait disparu, la race démoniaque devrait profiter de la situation actuelle pour contre-attaquer, surtout lorsque l'armée humaine venait d'être épuisée après le rituel de purification à grande échelle. Cependant, Garf soutenait que Fenris était une menace à ne pas prendre à la légère. Le pouvoir d'effacer une forêt entière avec un seul sort le faisait voir Fenris comme une bombe vivante. Les tensions au sein de la race démoniaque augmentaient, surtout lorsqu'un autre général, Huigot, avait commencé à douter de la clarté du seigneur démon et préparait un complot de coup d'État. Pendant ce temps, dans la campagne lointaine où se trouvait la maison chaleureuse de Fenris avec ses proches, la vie paisible continuait de couler. Un jour, le couple se promenait en ville lorsqu'ils rencontrèrent par hasard une vieille dame qui tenait autrefois une épicerie et qui était en train de fermer car elle n'avait plus de provisions.
Bien que la situation de guerre n'ait pas encore atteint cet endroit, ses effets silencieux étaient visibles partout. Cet après-midi-là, tous deux furent invités par Balirosa pour un repas. Elle partagea qu'elle venait d'être promue aventurière et voulait exprimer sa gratitude. Cependant, avant qu'ils ne puissent commencer à manger, les deux serviteurs démons se précipitèrent pour alerter qu'une source d'énergie puissante approchait. Le groupe devint immédiatement vigilant, mais Fenris et Ferry reconnurent rapidement que le nouvel arrivant n'était autre que le seigneur démon Gook. Alors qu'il soupirait de soulagement en sachant qu'il n'avait pas d'intention hostile, Balirosa se figea, l'expression sur son visage disait tout. Le repas venait de commencer lorsque la personne mystérieuse qui était apparue se révéla soudainement. Il s'avéra être un officier de renseignement sous les ordres du seigneur démon Gawain venu chercher Fenris. Cependant, la personne qu'il voulait vraiment rencontrer était Balirosa. Cela surprit tout le monde, car elle était clairement celle qui avait autrefois arrêté à elle seule une armée de démons entière. L'atmosphère du dîner passa rapidement à un échange sérieux. Gawain partagea qu'autrefois, il se déguisait pour explorer la cuisine humaine, et maintenant, entendre parler du talent culinaire de Balirosa le rendait encore plus curieux. Malgré son apparence sombre, il dégageait toujours calme et maîtrise de soi. Il croyait que le développement culturel n'était pas moins important que la force militaire. Lorsque Balirosa a directement demandé si c'était une forme d'espionnage, il l'a admis et a clairement exprimé son intention d'inviter Ryuta à se joindre à lui. Le sentiment d'inquiétude en elle s'est progressivement transformé en colère parce qu'il interférait à nouveau avec la vie paisible qu'ils essayaient de construire. Gawain, cependant, gardait une attitude douce, suggérant que les humains associaient toujours les démons à la calamité, utilisant cela comme excuse pour l'oppression. Fenris avait longtemps vécu avec Ryuta sans voir de problème. Hata intervint alors, expliquant clairement que la différence fondamentale entre les humains et les démons résidait dans la quantité d'essence démoniaque à l'intérieur. Lorsqu'il est trop concentré, les humains le considèrent comme une contamination nécessitant une purification. Inversement, la faction démoniaque portait souvent des pensées belliqueuses, prêtes au conflit. Le conflit racial était encore extrêmement profond, donc le seigneur démon ne pouvait pas rester inactif éternellement. Néanmoins, sentant que l'atmosphère avait été assombrie par sa présence, il demanda la permission de partir. Sur le chemin du retour, Rossa resta pensive sans dire grand-chose, sachant seulement que sa peur précédente de Gawain avait disparu. Ryuta avait aussi quelques réflexions. Il avait autrefois espéré que ce monde serait plus paisible que son ancien lieu, mais il s'est avéré que les conflits ici étaient encore plus intenses. En regardant sa femme assise à côté de lui, il l'attira inconsciemment près de lui. La scène romantique était de nouveau servie. Ailleurs, le couple qui s'était échappé de prison essayait de grimper une falaise. La servante grimpa la première, mais les bagages dans ses mains étaient trop lourds, rendant ses pas chancelants. Régnier a essayé d'aider, mais de manière inattendue, sa main a glissé, et tous deux ont glissé en arrière. Une nouvelle journée commença dans la chaleureuse maison de Fio avec sa femme. Le petit déjeuner de ce matin-là comprenait des hamburgers qui n'avaient en fait que la partie jambon, tandis que la couche de pain était introuvable. Néanmoins, l'arôme et la saveur riche ont satisfait tout le monde. Les compétences culinaires de Ferry s'étaient clairement améliorées de manière significative, gagnant des éloges sans fin de la part de tous. Tous ont reconnu la contribution de son ancien professeur de cuisine. Ferry a saisi l'occasion pour raconter qu'elle était retournée remercier son professeur et exprimer sa gratitude, bien que tout le monde ait eu l'impression qu'elle cherchait juste une excuse pour exhiber son alliance. Le professeur, bien qu'il ait deviné l'intention cachée derrière cette visite inattendue, l'a tout de même guidé avec enthousiasme dans la préparation de quelques plats supplémentaires adaptés aux repas familiaux. Il a même suggéré un menu pour enfants. À la simple mention des enfants, toute la table à manger est soudainement tombée dans le silence pendant un moment, l'atmosphère étant condensée par des pensées vagabondes sur les futurs projets familiaux. Juste au moment où l'atmosphère commençait à se détendre, un coup à la porte retentit. Lorsque la porte s'ouvrit, toute la maisonnée fut surprise de découvrir que la visiteuse n'était autre que la princesse Silo, qui avait autrefois causé beaucoup de problèmes. Elle apparut avec une grande escorte de garde, son expression portant une solennité indescriptible. Fio était agacé à cette vue, car il ne voulait plus être associé au titre de héros. Cette fois, la princesse n'est pas venue pour causer un conflit, mais pour s'excuser de ses actions passées. La conversation devait se poursuivre autour d'un thé, où la princesse exprima son souhait de parler en privé avec Fio. Tout le monde dans la maison se retira poliment, sauf Fenris, l'épouse fidèle, qui ne s'éloignerait pas d'un demi-pas de son mari. Fio, voyant la détermination de sa femme, déclara que s'il y avait quelque chose à cacher à sa femme, il n'avait pas besoin de l'entendre non plus. Dès que ces mots furent prononcés, le visage de Fenris s'illumina considérablement, tandis que la princesse Silo dut accepter. Elle sortit une carte montrant les positions des grands mages qui protégeaient secrètement les points cruciaux du pays. C'était à l'origine un secret royal, mais elle était prête à le partager avec Fio car sa confiance en lui n'était pas petite. Elle admit franchement que la situation interne de la capitale était actuellement instable.
La couche de protection magique s'épuisait progressivement, tandis que les mages clés ne s'étaient pas encore rétablis. Les zones suburbaines éloignées du centre tomberaient bientôt dans un état sans défenseur. Elle espérait demander à Fio d'aider à protéger ces endroits, non pas en tant que guerrier, mais simplement en tant que personne maintenant l'ordre et la défense. Cette demande provoqua une réaction assez forte de la part de Fenris. Elle croyait que son mari s'était retiré de la guerre et ne pouvait pas être continuellement entraîné dans des problèmes extérieurs. Cependant, la princesse expliqua clairement que le roi était toujours dans le coma. Une fois réveillé, les choses ne seraient plus aussi paisibles qu'à présent. S'il découvrait que Fio avait contacté le seigneur des Mongos, il s'en servirait comme excuse pour l'accuser de trahison. Profitant du moment où le pouvoir était temporairement entre ses mains, Silo voulait renverser la situation. Elle prévoyait de révéler les erreurs du roi, le forçant à abdiquer et à accepter officiellement le trône. Cependant, ce dont Silo avait vraiment besoin, ce n'était pas de la présence de Fio sur la ligne de front. Au lieu de cela, elle espérait simplement qu'il maintiendrait une attitude neutre, ne se rangeant du côté d'aucune force contre le royaume. Quant aux régions provinciales, sa présence aiderait à maintenir la stabilité, empêchant la guerre de se propager. Fio semblait comprendre cette véritable intention, alors il acquiesça à condition que Fenris ne s'y oppose plus. Bien qu'hésitante au début, voyant clairement que son mari n'avait pas l'intention de participer à la guerre, mais voulait seulement éviter les pertes, elle a également accepté. Dans un autre coin du monde, dans un buisson sauvage, 2 fugitifs recherchés continuaient de chercher à se cacher. Seyla, la servante fidèle, suivait toujours l'ancien héros évadé de prison, bien qu'affamée, fatiguée et sachant qu'elle ne faisait qu'ajouter des ennuis. Néanmoins, lorsqu'il lui donna quelques biscuits, son visage s'illumina considérablement. Encore une fois, cette attention discrète la poussa à exprimer ses véritables sentiments, que depuis le jour où elle avait été sauvée de la prison, elle ne pouvait quitter son ombre. Alors qu'ils se confiaient l'un à l'autre, une force magique apparut soudainement. Un fil mince comme un brouillard brumeux tomba du ciel, liant étroitement les deux en un instant. C'était nul autre que Fufen, un fidèle subordonné d'un garde exécutant le complot pour renverser le seigneur des Mongos. De retour dans la petite maison de Fio, la nuit tomba, apportant un sentiment de tranquillité. Près du lit, Fer se rapprocha doucement de son mari, parlant doucement. Fio semblait encore troublé par les propositions du matin. Il ne voulait pas être entraîné dans le tourbillon de la guerre, mais ne pouvait pas non plus fermer les yeux sur la douleur que devaient endurer les innocents. Il avait dit un jour qu'il espérait un monde où les humains et les démons pourraient vivre en harmonie, afin que si un jour lui et sa femme avaient un enfant, cet enfant n'ait pas à grandir dans la peur. En entendant cela, Fenris ne dit pas grand-chose, elle serra simplement la main de son mari plus fort. Dans la faible lumière de la nuit, sa réponse fut simplement que partout où il irait, elle irait avec lui. Certains villageais ont commencé à évacuer en raison des attaques de démons. Une petite fille ramassant des graines aurait été en danger si Fenrir et Ryuta n'étaient pas apparus à temps. Ils ont mis en place une barrière pour bloquer les monstres sans contre-attaquer, ce qui a fait grogner Fenrir que son mari était trop gentil. Il a maintenu une position neutre, n'acceptant pas de récompense pour éviter d'être perçu comme du côté des humains. En fait, depuis qu'il avait entendu l'histoire de la princesse, Ryuta avait été ému. Fenrir, quant à elle, soupçonnait inutilement, pensant que son mari voulait épouser la princesse. Les démons étaient en colère parce que Fenrir aidait les gens ordinaires. Ryuta conseilla de battre en retraite. Ils l'ignorèrent, laissant un géant borgne avancer. Ils méprisaient la race des crocs de loup, mentionnant même la mort de Fungazin comme une plaisanterie. Fenrir était furieuse, décidant de lui donner une leçon directement. Ryuta a seulement ordonné de ne pas tuer. Fenrir se déplaçait avec agilité, changeant de position avec son adversaire, le faisant tomber dans sa propre attaque. Elle lança un sort pour immobiliser ses membres, le terminant proprement. Quand ses camarades se préparèrent à intervenir, Ryuta utilisa la magie pour les lier tous, les avertissant doucement avant de les relâcher. Fenrir félicita son mari pour savoir de plus en plus intimidé sans avoir besoin d'utiliser ses mains. Néanmoins, elle préférait toujours résoudre les choses avec les poings plutôt qu'avec des mots. Les villageois sont apparus ensuite pour les remercier. Au début, ils étaient méfiants envers Fenrir, mais Ryuta les a rassurés, disant qu'elle n'était pas différente d'un animal de compagnie familier. Une petite fille a même couru pour les remercier personnellement. En entendant Ryuta dire qu'il agissait sur la commission de la princesse, les villageois leur ont fait encore plus confiance. Après ces événements, partout on commença à murmurer au sujet d'un héros masqué et d'un loup géant apparaissant dans les provinces pour chasser les démons. Ils laissaient toujours des messages, disant qu'ils étaient envoyés par la princesse, renforçant sa réputation. Quand la princesse a entendu la nouvelle, elle a été émue aux larmes parce que, enfin, Ryuta avait accepté d'aider. Pendant que le couple continuait à parcourir le pays pour aider les gens, quelqu'un les observait d'en haut, le seigneur des Mongols. Cependant, les récentes attaques n'étaient pas de son fait, mais dirigées par Wigar. Pendant que Gold quittait le palais, Wigar a organisé un coup d'État, s'emparant du trône. Il avait également l'intention d'utiliser les 2 captifs capturés plus tôt pour effectuer un rituel d'un dieu maléfique afin d'éliminer Gold.
En apprenant cela, le véritable seigneur démon se précipita, se préparant pour une bataille décisive imminente pour reprendre le pouvoir. Revenant quelques jours en arrière, par un après-midi doux et venteux, le seigneur démon Go et Ulyminas apparurent soudainement à la porte de la maison de Fenris et Ferry, arborant des apparences fatiguées mais remplies de détermination. Leur but n'était autre que de demander un abri temporaire pour une courte période. Au début, Ferry pensait que Go plaisantait, mais quand elle vit le sérieux dans ses yeux, elle n'eut d'autre choix que de s'enquérir sérieusement de la situation. Go commença à raconter des événements récents dans le monde des démons. Depuis qu'Uygar, l'un des généraux de haut rang, a déclaré un coup d'État et s'est emparé du trône, à la fois l'ancien système de pouvoir et les trois rois célestes étaient tombés dans une position passive. Ulyminas a demandé avec colère à ses trois pères pourquoi ils n'avaient pas immédiatement arrêté le traître, mais tous restèrent silencieux et dirent qu'ils seraient témoins d'une bataille décisive pour le pouvoir entre Go et Uygar. L'un d'eux croyait que cette bataille décisive serait une opportunité pour Go de reprendre de l'élan et de consolider sa position. Un autre soupira que le roi autrefois passionné ne se souciait plus que de visiter le monde des humains, abandonnant toute son armée en temps de guerre tendue. Il y avait même quelqu'un qui a suggéré à moitié en plaisantant de laisser Uygar s'asseoir sur le trône d'abord pour s'habituer à la position. Forcé dans une situation inévitable, Go a quand même refusé de se battre, affirmant qu'il n'avait plus d'intérêt pour des luttes de pouvoir sans signification. Malgré cela, Uygar a continué à accuser bruyamment Go d'avoir perdu courage, allant même jusqu'à faire douter l'armée de sa loyauté. À ce moment-là, le seigneur des Go rétorqua que c'était Uygar qui avait unilatéralement ordonné des attaques contre les humains sans approbation. Voyant que même les personnes les plus loyales restaient silencieuses en accord avec le rebelle, Go retira soudainement la bague symbolisant son trône et la jeta en avant, annonçant son abdication devant tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'un léger coup de pied de sa part envoie Euigat voler hors du château. Un coup qui ne nécessitait pas de pouvoir magique, juste une réaction immédiate à l'autre blessant Ulyminas. Bien qu'il ait clairement démontré qui était le plus fort, Go maintint fermement sa décision de quitter le trône. Cette action stupéfia les trois rois célestes, et les habitants du monde des démons furent tout aussi choqués. Profitant du chaos, le couple capturé par Euigat s'échappa en toute sécurité. De retour au présent, Go n'avait plus rien, sauf un souhait de vivre paisiblement dans le monde des humains. Trahi par son propre peuple, sans abri et sans possession, il ne pouvait se tourner que vers son vieil ami Fenris pour demander un hébergement temporaire pour quelques jours. Fenris comprenait la situation mais voulait tout de même demander l'avis des membres du foyer d'abord. À ce moment-là, les 4 filles vivant ensemble apparurent également une par une, parmi lesquelles seule Balirosa montra une forte opposition. Go a alors avoué qu'après son abdication, toutes les forces de renseignement sous Ulyminas étaient également parties, le laissant seul. Le peu d'argent qu'il avait économisé, il l'a distribué à eux comme un dernier geste de gratitude. Ulyminas était touché par la générosité de Go, mais aussi exaspéré par son habitude de dépenser sans calcul. Fenris prit finalement la parole, disant que renoncer au trône ne signifiait pas perdre son caractère ou ses idéaux. Monsieur Go n'était plus le seigneur démon, mais une personne qui avait autrefois rêvé de construire la paix entre les deux mondes. Même en tant qu'invité temporaire, il voulait toujours contribuer à cet objectif. Après quelques débats, à part Balirosa qui maintenait sa position d'opposition, les autres ont dû accepter de le laisser rester. La présence de Go marquait désormais un nouveau tournant pour la maison de Fenris qui n'avait jamais été normale. Depuis que Gawain avait commencé à vivre avec tout le monde, Fenris semblait assez heureux car la maison avait recruté une autre personne forte. Bien qu'autrefois le seigneur démon, il n'était maintenant que Go Enham, appelé affectueusement par Fen. Cependant, l'intégration n'était pas facile. Boilatom refusait fermement de le laisser toucher au champ, et Bilar n'osait pas lui confier les chevaux, car toutes les bêtes démoniaques étaient terrifiées en voyant Gawain. Échouant dans le travail agricole, il devait suivre Fenris au district. Là, en voyant le bouclier en écailles de dragon, Gawain se rappela la bataille d'avant. Bien qu'il ait autrefois affronté le couple de Ryuta, il ne leur en voulait pas car il ne faisait que se défendre. Les trois ont ensuite discuté assez joyeusement, ce qui a commencé à rendre Ulyminas, un chevalier démon qui observait à proximité, confus en voyant cette scène. Pas seulement elle, même Balirosa est soudainement partie après avoir silencieusement observé ce groupe intime ensemble. Le soir, tout le monde s'est réuni pour le dîner, sauf la chevalière, qui est restée dehors. Quand la nuit est tombée, elle est allée sur le balcon pour contempler les étoiles et a été invitée à prendre le thé par Ryuta et sa femme. Ryuta a partagé que laisser Gawain rester était une décision prise après discussion. Bien que cela puisse sembler brusque, Fen pensait que tout le monde ressemblait maintenant à une famille, chacun avec sa propre joie. En entendant cela, Balirosa a avoué ses sentiments. Elle voulait vivre avec tout le monde, mais ne pouvait pas effacer les souvenirs douloureux causés par les démons de son enfance. Bien qu'elle comprenne que Gawain et Fen n'étaient pas mauvais, son cœur ne pouvait toujours pas accepter de vivre sous le même toit. En réponse, Ryuta exprima de l'empathie.
Gawain lui-même est venu ici non pas pour causer des problèmes, mais simplement parce qu'il voulait un endroit paisible. Fenris ajouta alors, « Si Bali lui avait appris à cuisiner, l'aidant à grandir, comment pourrait-elle être qualifiée d'inutile ?» La conversation se termina par des sourires des trois personnes. Le lendemain, Balirosa annonça qu'elle acceptait Gawain et qu'elle resterait, mais qu'elle resterait toujours vigilante. Gawain tendit la main pour serrer la sienne, mais elle dit qu'elle le ferait quand elle lui ferait vraiment confiance. Fenris a gloussé, disant qu'un jour les deux pourraient même se tenir la main en descendant l'allée du mariage. En même temps, les évadés de prison, le héros du marché et la servante Saria, couraient toujours à travers le territoire des démons. Après avoir volé un autre trésor, ils rêvèrent de le vendre pour de l'argent, puis de se baigner dans des sources chaudes et de manger un pot-au-feu. Ils ne savaient pas que, à cause de cela, ils étaient maintenant des fugitifs recherchés. Bien qu'une fois battu sévèrement par l'ancien seigneur démon, Euigad siégeait toujours légitimement sur le trône. Cependant, récemment, il avait rencontré de nombreux problèmes, car l'armée démoniaque était continuellement réprimée par les humains au point de ne plus pouvoir avancer d'un pas. Alors que Yugad était en colère parce que les itinéraires de marche étaient piégés partout par les adversaires, Fiufan a rapporté que la situation était aussi grave que pendant la période de résistance humaine. Incapable d'accepter que l'armée reste stagnante, Yugad rugit, ordonnant plus de troupes sur le front peu importe les conséquences. Ignorant des avertissements, il a passé sa colère sur Fiufan, la faisant expulser. Les trois généraux sous ses ordres, voyant cela, ont profité de l'occasion pour chuchoter dans le dos du nouveau seigneur démon, critiquant sa manière insensée et dépourvue de stratégie de commander les troupes. Comparé à l'époque du seigneur démon Gold, l'armée avait alors toujours des plans d'action flexibles, ne tombant pas dans le chaos comme maintenant. Et maintenant, la force de renseignement qui était autrefois sous la gestion du Liminas s'était également dissoute, provoquant une grave baisse du moral de l'armée. Alors que les généraux étaient désespérés, Fiufan est revenu du plafond, proposant une stratégie pour améliorer l'esprit des soldats, en organisant des activités de groupe, notamment un voyage aux sources chaudes. Alors que le camp des démons cherchait des moyens de remonter le moral dans le monde des humains, le couple de Fenris a gagné un voyage aux sources chaudes. Ce qui semblait être une occasion pour un rendez-vous privé s'est avéré être un billet de groupe, les obligeant à inviter plus de personnes. Bien qu'un peu déçus, ils ont quand même décidé de profiter de cette occasion pour se reposer avec des amis. À leur arrivée, le personnel de service a chaleureusement accueilli le groupe, distribuant même des uniformes à chacun. Fée a profité de l'occasion pour se renseigner sur les effets des sources ici et a été accidentellement attiré par un ruisseau spécial qui soutenait la reproduction. Ses pensées se sont immédiatement tournées vers une vision d'une famille heureuse avec de petits-enfants. Les 4 filles parasites sont allées dans une pièce séparée, rencontrant accidentellement une figure familière. En regardant de plus près, ils ont reconnu que c'était Yugad avec Fiufan se mêlant aux touristes, leur véritable but étant d'organiser un team building pour raviver l'esprit de leurs soldats. Non seulement cela, mais les 3 généraux sous Yugad étaient également présents, habilement déguisés pour éviter d'être détectés. Ils portaient tous des charmes de suppression d'essence démoniaque pour cacher leur identité. Cependant, le groupe d'amis de Fenris découvrit bientôt cela et soupçonna leur véritable intention. Face à cette situation, Gold exprima le désir de saluer ses anciens subordonnés. Mais Fairy avertit sévèrement que si quelqu'un gâchait l'atmosphère paisible ici, elle ne les épargnerait pas. Ce soir-là, les groupes ont été répartis dans des chambres séparées. Le couple de Fenris avait son espace privé, tandis que Gold avait également une chambre séparée car il ne voulait pas provoquer de conflit avec ses subordonnés ou d'anciens connaissances. Tout le monde s'est dispersé pour explorer le complexe. Certaines filles ont découvert par hasard une maison d'exposition sur la culture humaine, axée sur les symboles de fertilité, ce qui les a rendues curieuses d'en savoir plus. Pendant ce temps, Fenris trouva l'occasion d'emmener son mari se baigner dans une source spéciale où elle espérait favoriser la procréation. Cependant, la source chaude était divisée en 2 zones séparées, les obligeant à se tremper séparés par un mur, ne pouvant que chuchoter des conversations. Dans un autre développement, 2 mages jumeaux complotèrent pour pratiquer des exercices nocturnes en empruntant le corps d'une sorcière scellée. Le plan s'est rapidement effondré lorsqu'elle a réagi fortement et les a chassés du monde mental. Pendant ce temps, les autres ont accidentellement rencontré Yugad et ses généraux en train de manger, critiquant la nourriture humaine tout en la dévorant. Pour animer l'atmosphère, Yugad a suggéré d'ouvrir une performance culturelle. Fiufan n'a pas hésité à se lever et à exécuter une danse étrange pour recevoir un coup de poing appréciatif de son patron. Ensuite, ce fut au tour des mages jumeaux de monter sur scène pour un numéro comique. Cependant, la performance fut rapidement interrompue lorsque l'anneau de suppression de l'essence démoniaque tomba, risquant de révéler leur véritable identité. Plus notable encore, à ce complexe est apparu un autre couple familier, pour des raisons peu claires, observant également tout en silence. Le héros du coin de marché a promis à Saria qu'il mangerait somptueusement s'il pouvait vendre le cristal qu'ils avaient volé. Cependant, avant qu'il ne puisse le prisser, la pierre a brillé et a absorbé l'essence démoniaque environnante, faisant disparaître la couche de déguisement.
Une bataille entre les deux groupes de performeurs a éclaté juste après, effondrant un coin de la maison. Quand tout le monde est sorti pour voir, le cristal a pris le contrôle du corps du héros sans nom, plongeant tout dans le chaos. De l'autre côté, Balirosa a profité de l'occasion pour discuter avec Uliminaz. La chevalière a franchement demandé si ce chat avait des sentiments pour Gawain. Avant qu'elle ne puisse répondre, la crise s'était propagée au complexe. Une grande entité formée d'essence démoniaque s'est précipitée pour détruire. L'aubergiste a essayé d'utiliser des charmes pour l'arrêter, manquant de peu d'être écrasé par une pierre si Fio n'était pas apparu à temps. Il a immédiatement ordonné à Ferry de vérifier la situation pendant qu'il arrêtait cette créature. Les sorts d'attaque étaient inefficaces. À ce moment-là, Gawain découvrit que la créature n'était pas un véritable monstre, mais une essence démoniaque condensée, un signe que la zone était occupée par des démons. Uliminaz admit qu'elle venait de voir le groupe du Haggard passer. Cette évaluation a encore renforcé les soupçons du groupe quant à la source du danger. Alors que tout le monde s'apprêtait à évacuer temporairement, Balirosa s'y est immédiatement opposée. Elle estimait qu'en tant qu'invitée chez quelqu'un, elle ne pouvait pas continuer à fuir, encore moins laisser Ryuta tout supporter. Malgré ses capacités limitées, elle voulait quand même contribuer. Après ces mots, tout le monde est parti ensemble. Uliminaz ne pouvait que marmonner quelques mots désagréables, mais son fort intérieur commença à vaciller. Finalement, elle fut également entraînée avec Gawain. À leur arrivée, Ferry était déjà là, prête à s'occuper de quiconque oserait perturber ses vacances. En voyant Gawain, les démons ont acclamé comme s'ils retrouvaient leur famille, tandis que Huagard s'est immédiatement avancé pour affronter, déterminé à régler ses comptes avec l'ancien seigneur démon dans cette revanche. Juste au moment où les batailles chaotiques prenaient fin, le paysage paisible semblait revenir à la station thermale. Mais de loin, Boza et le groupe de filles séjournant chez Fio ont immédiatement détecté quelque chose qui clochait. Elles se sont rapidement retirées et sont venues avertir le propriétaire, signalant que quelque chose d'inhabituel se passait sur le toit du bâtiment principal. Là, l'affrontement entre deux générations de seigneurs démons, Go et Huagard, avait commencé de manière des plus violentes. Huagard ouvrit avec une attaque de sort puissante, lançant un sort tout en créant un effet qui secoua toute la zone. Pourtant, Go resta ferme, apparemment indemne. Déterminé à ne pas perdre, Huagard s'envola immédiatement dans les airs, invoquant une créature gigantesque portant une essence démoniaque, la dirigeant pour attaquer directement Uliminaz. Bien que visé, ce général adjoint n'a pas bronché, car ce sort a été neutralisé par Go aussi facilement que l'on écrase une balle. Pendant ce temps, Boza est venu rencontrer Fenris pour exprimer des soupçons selon lesquels Go pourrait être lié à un plan louche, amenant des démons au complexe pour causer des problèmes. Après avoir entendu toute l'histoire, Fio montrait encore une confiance absolue en son vieil ami, croyant que Go n'aurait jamais l'intention de trahir les humains. Ce sentiment de certitude venait non seulement de la confiance, mais aussi parce qu'il avait vu Go agir pour le bien commun à de nombreuses reprises. Cependant, la réalité montrait qu'Huagard n'avait toujours pas arrêté. Bien que l'attaque avec la créature géante ait été défaite, il a continué à lancer de nombreuses autres tactiques, essayant chaque fois de forcer son adversaire à adopter une position passive. Mais une fois de plus, Go a utilisé des contre-attaques basées sur des principes simples de physique, en utilisant la force de rotation des mouvements d'évasion, puis en contrant la force opposée. Dans le duel, bien que entouré et quelque peu contraint, Go contrôlait toujours le combat, mais s'il voulait le terminer rapidement, il devait retirer le cristal magique du monstre contrôlé par Huagard. Fenris est immédiatement entrée sur le champ de bataille. Elle utilisa la téléportation, s'approchant de la cible avec précision. Sans utiliser de techniques sophistiquées, elle donna simplement un coup de poing puissant qui fit tomber le cristal, provoquant accidentellement la chute de la servante, Sayla, du dos de la créature, manquant de peu de perdre la vie. Heureusement, Go sauva cette fille à temps, tenant sa promesse de ne pas blesser des innocents. Juste après, Go a officiellement remis la situation à Uliminaz. Le général adjoint n'a pas hésité à demander à Huagard s'il comptait se retirer ou non. Cependant, Huagard n'avait aucune intention de reculer et se préparait à lancer son dernier coup, forçant Go à intervenir pour l'arrêter. Le jeune seigneur démon fut complètement capturé alors qu'il mettait toute sa force dans l'attaque décisive, tandis que les autres généraux restaient à regarder sans intervenir. Fufone, la main droite d'Huigard, s'est également mise en colère parce qu'elle a été dérangée par le chat de Boza. Elle a donc déployé des compétences, forçant l'adversaire à se défendre continuellement. Le point culminant de la bataille fut lorsque Huigard utilisa la forme du démon noir, se transformant pour renverser la situation. Il a poussé Go dans une position passive, attaquant continuellement avec des techniques et des moqueries, suggérant que l'adversaire avait perdu son avantage à force de vivre trop émotionnellement. Cependant, Go n'était pas en reste. Il a lancé un sort unique, à l'origine une magie créée à partir de la technologie humaine qui pouvait sceller complètement l'essence démoniaque d'Huigard, le transformant d'un être puissant en une personne ordinaire. Au même moment, le personnel travaillant au complexe a commencé à agir. Une vieille dame a sorti des charmes, suivie par tout le personnel qui a activé simultanément la magie de scellement,
L'effet a été immédiat, tout le groupe de démons a été immobilisé, incapable de bouger. C'était grâce au sort gravé dans les uniformes, le système de protection de cet endroit punissant automatiquement quiconque osait causer des problèmes. En conséquence, l'armée d'Uigar a été forcée de fuir cet endroit, laissant la scène à des personnes plus méritantes. Fenris, à ce moment-là, aidait encore Fio à chasser la mouche espiègle qui avait interrompu leurs vacances. Sayla ne pouvait pas aider, seulement rester là et pleurer sans pouvoir rien faire. Grâce au sort de restauration de Fio, toute la station a été restaurée comme si le conflit n'avait jamais eu lieu. Tout le monde a travaillé ensemble pour réparer, rendant le personnel ici non seulement reconnaissant, mais aussi admiratif des invités spéciaux. Une fois les choses calmées, tout le monde est retourné se détendre. Fenris pensait toujours à avoir des enfants, tandis que Balirosa et Uliminas se baignaient ensemble dans une piscine. Et le petit chat qui avait très peur de l'eau chaude, après avoir été forcé d'entrer dans la piscine, s'est progressivement senti à l'aise. Les deux filles ont soudainement développé une compétition silencieuse lorsque les statistiques physiques de Balirosa ont été observées ouvertement. Ailleurs, les deux jeunes hommes, Billars et Barrett, après avoir vu l'exposition culturelle sur la physiologie, semblaient avoir satisfait leur curiosité. Le groupe a dîné ensemble joyeusement, lorsque Fio a eu l'occasion de discuter avec Go. Ils se sont immergés dans la source chaude, conversant sincèrement. Go a admis qu'il était très impressionné par Fio dès leur première rencontre. Le voir émettre une essence démoniaque dense tout en gardant un comportement calme, sans parler de son attitude toujours juste, protégeant les gens. Go croyait qu'entre lui et Fio, un pont pourrait être formé pour un avenir harmonieux entre les humains et les démons. La soirée continua dans une ambiance animée. Le personnel de la station envoya même à Fenris un petit cadeau, un gâteau rempli d'anguilles, un plat non seulement délicieux, mais aussi significatif. Cela suffisait à rendre l'épouse espiègle extrêmement satisfaite. Balirosa remercia activement Gawain d'avoir vaincu le monstre sans que personne ne soit blessé. Gawain répondit seulement avec un regard sincère. Ce regard chaleureux rendit Uliminas confuse, son visage si rouge qu'elle se recroquevilla comme un chat mouillé. Cette nuit-là, tout le groupe dormit profondément. Seul Fenrir prit la peine de couvrir chacun avec des couvertures. Quand tout fut calme, elle alla retrouver son mari. Ryuda a demandé à sa femme ce qu'elle pensait des humains. Elle a franchement admis qu'elle les trouvait à l'origine faibles, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de vouloir apprendre d'eux. En réalité, la seule raison était l'amour. C'est ce qui la rendait prête à contribuer à l'effort de réconciliation des deux races, pour l'avenir des deux. Le lendemain matin, alors que tout le monde partait, Fenrir devint soudainement radieuse. Tout le monde pouvait deviner quelque chose, sauf Gawain, qui ne comprenait toujours pas. Ryuda a utilisé la téléportation pour ramener tout le groupe à la maison. Bien que se demandant un peu pourquoi il ne l'avait pas fait dès le début, tout le monde a rapidement repris son rythme quotidien. Bono est officiellement devenu conférencier, tandis que Oo avait maîtrisé l'utilisation de la magie pour la culture. Elle cultivait des légumes, tandis que Bilar s'occupait du transport pour la vente, créant un modèle autonome efficace. Gawain commença à s'intéresser aux armes humaines, recherchant souvent des méthodes de fabrication avec Flo. Il semblait se préparer à ouvrir sa propre boutique comme Ryuda. Le bouclier qu'il a forgé a beaucoup plu à Balirosa. Elle a également annoncé que sa cérémonie de couronnement aurait bientôt lieu. Bien qu'encore un peu inquiète du risque du côté des démons, Gawain a rassuré que Uigard n'avait pas encore récupéré son pouvoir. Après la cérémonie, elle a révélé que son père avait autrefois été contraint d'abdiquer, puis avait disparu. Maintenant, elle était déterminée à reconstruire le pays digne de l'aide de Ryuda. Pendant ce temps, l'avis de recherche pour le couple qui avait volé le trésor était toujours affiché partout. Le héros du coin du marché rêvait encore de la restauration nationale, tandis que Seria continuait à l'accompagner pour creuser les tunnels afin de se cacher. La vie dans l'autre monde continuait, au milieu des choses qui avaient été accomplies et de celles qui restaient à réaliser.